Bien. Eh bien, bonjour à tous. Je pense que je dois être connecté pour le moment. Voilà, et bienvenue à cette conférence sur Pékin, une ville à laquelle je suis particulièrement attaché pour y avoir vécu épisodiquement, dans différents contextes, à partir de 1986. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je travaille pour Intermed et Emeris, essentiellement sur les destinations d'Extrême-Orient, région du monde que j'affectionne évidemment tout particulièrement. Donc, que ce soit des confins de la Mongolie à ceux de l'Asie du Sud-Est, et notamment à Singapour, où je réside périodiquement. Voilà. Alors, je suis arrivé en Asie en voyageur individuel, et puis ensuite j'y ai étudié, ensuite j'y ai travaillé dans différents domaines, et puis finalement, j'ai choisi le tourisme et j'ai eu envie de partager donc tout ce que j'avais découvert lors de mes voyages. Bon, alors maintenant, je vous propose de revenir à notre sujet. Et contrairement à Shanghai, dont on retient surtout son dynamisme et son modernisme, Pékin est plutôt connu pour son histoire et son patrimoine historique. Voilà, je pense que nous avons été coupés pendant un moment. Est-ce que vous m'entendez? Bon, je pense que oui. Voilà, donc je reprends, j'espère que tout se passe bien. Voilà, voilà, contrairement à Shanghai, dont on retient surtout son dynamisme et son modernisme, Pékin est plutôt connu pour son histoire et son patrimoine historique et culturel. Alors en effet, depuis 3000 ans, la région de Pékin a souvent été capitale de plusieurs royaumes, puis capitale impériale, avant de devenir la capitale actuelle de la République populaire de Chine en 1949. Alors, j'ai donc choisi une présentation en deux parties. Dans un premier temps, je vais évoquer les mutations urbaines qui permettent de mieux comprendre l'urbanisme et le patrimoine culturel de la ville actuelle. Et puis, dans un deuxième temps, je vous présenterai les sites emblématiques de la ville avec des photos personnelles réalisées notamment durant les voyages d'intermède. Alors, la durée va être d'environ 1 heure, peut-être un peu plus. J'ai essayé de couper au maximum, mais il y a tellement de choses à dire. Et puis, pour toutes les questions, je vous propose de répondre à la fin de cette conférence, voilà, de manière à ne pas perdre trop de temps. Et puis, de manière à ne pas partir dans des digressions, je vais utiliser donc mes notes de manière à essayer de garder le timing. Alors donc, je vous propose d'attaquer maintenant avec deux premières photos. On peut voir la situation de Pékin, donc en Chine. Pékin se trouve au nord-est, donc à proximité de la Mongolie, de la Mandchourie et du golfe de Boraï, pas très loin de la ville de Tianjin. Ici, vous pouvez voir, il y a une étoile et Pékin est un petit peu en surligné. Et puis, sur la droite, sur la photo de droite, vous avez les deux mégalopoles comparés, de Pékin d'une part et de Shanghai d'autre part. Alors, d'abord quelques notions géographiques. Pékin est situé au nord-est de la Chine, à une centaine donc de kilomètres de Tianjin et du golfe de Boraï. La région de Pékin est idéalement située au point de contact de la Grande Plaine de Chine centrale et des confins septentrionaux du pays. Alors, elle est naturellement fortifiée par des montagnes au nord, montagnes sur lesquelles a été érigée la Grande Muraille, dont la partie orientale se termine à Qinghuangdao, en bordure de mer. Le site de Pékin a toujours été considéré comme d'importance stratégique par les différentes dynasties qui l'ont investi. Alors d'abord, pour les Chinois, la région de Pékin était considérée comme la dernière ligne de défense contre les attaques des nomades venus du nord, qui, possédant une cavalerie performante, ne pouvaient plus être arrêtés s'ils parvenaient à pénétrer dans la plaine centrale. Et puis, pour la même raison,
la région de Pékin a souvent servi de base pour les peuples nomades qui désiraient conquérir la Chine. Alors maintenant, je passe sur la deuxième photo, enfin carte, et la population de Pékin aujourd'hui est d'environ 22 millions d'habitants. Elle était de 1 700 000 en 1950 et 13 600 000 en 2000. Et cette augmentation provient en partie de l'accroissement de la population, mais surtout de recoupements. Alors Pékin est au cœur de la mégalopole que l'on appelle Jing-Jin-Ji, et c'est en fait une mégalopole qui réunit Pékin, Tianjin et la région du Hubei. Elle constitue donc le développement de la Chine avec celle du delta du Yangtze, qui est centré sur Shanghai, de la rivière des Perles, qui est centrée sur Canton, et dans une moindre mesure de Chongqing, dans le Sichuan, qui se trouve donc sur le Yangtze. Alors la population contemporaine de la région de Pékin est métissée, elle est même très métissée par rapport au reste de la Chine, d'une part, car historiquement, elle a été peuplée de populations originaires du monde chinois, d'une part, bien sûr, mais également des régions septentrionales de l'Asie orientale, notamment mongoles et mandchous, et puis même d'Asie centrale, notamment sous les Yuan. Et puis, de la même façon, Pékin, vous avez des populations importantes de cadres qui se sont installés à Pékin et qui continuent d'ailleurs à s'installer à Pékin et qui viennent de toutes les régions de Chine depuis 1949. Alors, dans le même temps, la population pékinoise possède une identité forte, comme le dialecte pékinois, la cuisine, l'humour, etc. Ce que Lao She décrit très bien dans ses romans, notamment dans Jean de Pékin. Alors Pékin est aujourd'hui une capitale prospère, la capitale prospère d'une superpuissance. Elle a connu en quelques années des mutations urbaines radicales. Elle n'en garde pas moins une structure urbaine exceptionnelle que je vous propose de découvrir à travers un rappel d'abord des grandes dates de l'histoire urbaine pékinoise. Alors, sur ces photos, vous avez Pékin au début du siècle, donc les murailles, et puis sur la droite, vous avez les murailles successives, la trace des murailles successives, donc des différentes capitales. Alors, la région de Pékin est habitée dès le néolithique. Ainsi, on a découvert dans la région de Pékin des ossements d'Homo erectus, dont l'homme de Pékin, découvert en 1921 à Zhoukoudienne, à une 50aine de kilomètres au sud-ouest de la capitale. Alors, c'est le plus connu, donc, bon, il y aurait un sujet à faire sur cet homme de Pékin. Alors ensuite, pour revenir à des dates beaucoup plus récentes, d'après les chroniques du royaume de Yan, en 1045 avant notre ère, une ville est fondée sur le site actuel de Pékin, puis elle devient capitale du royaume de Yan sous le nom de Ji, jusqu'en 221 avant notre ère, date de la fondation du premier empire chinois par Qin Shi Huangdi, dont la capitale est à Xi'an. Et c'est à ce moment-là que Pékin, bien sûr, la région de Pékin va être intégrée dans l'empire. Ensuite, de 938 à 1122, elle est la capitale méridionale de l'empire des Liao, ou Khitan, un peuple originaire d'Asie centrale, et son nom est alors Nanjing, ce qui signifie la capitale du Sud. Pour eux, c'était le Sud. Ensuite, de 1125 à 1151, elle est la capitale des Jin ou des Joshen, apparentée au Mandchou, sous le nom de Zhongdu, ce qui veut dire, en fait, pareil, la capitale, mais du milieu, cette fois-ci. Bon, alors on ne connaît pas grand-chose de toutes ces capitales, on a bien sûr trouvé quelques vestiges, et c'est comme ça qu'on a pu reconstituer les tracés que vous avez à droite, mais ces capitales étaient périodiquement détruites, notamment lors des changements de dynastie. Et c'est justement ce qui arrive en 1215, lorsque les Mongols conquièrent la Chine du Nord et rasent l'ancienne capitale des Jin, qui brûle pendant plusieurs jours. Et puis, alors là, en 1267, Rubilay Han, c'était le petit-fils de Genghis Khan, va fonder la nouvelle capitale de la dynastie Yuan sous le nom de Dadu, ce qui signifie la grande capitale, ou de Hanbalik, la capitale du Han. Alors la construction de Hanbalik va commencer en 1267 et va durer environ 20 ans. On commence par construire la muraille extérieure dont la périphérie mesure un peu plus de 28 km, puis après avoir tracé l'axe central nord-sud,
Les temples et les lieux de culte sont disposés selon les principes du Juli, qui est un livre orthodoxe chinois, hein, donc qui fait partie des canons chinois, et le Juli, c'est le livre des rites, donc qui codifie notamment la disposition des capitales. Alors, les quartiers d'habitation sont composés de seruyans, vous en avez un exemple à droite. Ce sont des maisons composées de plusieurs bâtiments qui délimitent une cour intérieure et qui sont alignés le long de ruelles que l'on appelle les hutong. Je vais vous en parler beaucoup plus tout à l'heure. Ces ruelles sont elles-mêmes encadrées par des rues, puis des avenues, qui forment des quartiers identiques, disposés selon un plan en quadrillage à l'échelle de la ville. C'est ce que vous voyez un petit peu sur la gauche. Tous les axes de ce quadrillage sont orientés nord-sud et est-ouest. Il y a un côté très rigoureux pour l'orientation. Alors, ces quartiers de Seruyuan et Hutong vont perdurer au-delà des changements dynastiques jusque dans les années 1980 et constituent donc un élément important de l'identité urbaine pékinoise. Et c'est ce que l'on va voir par la suite. Alors, en 1368, les Mongols sont vaincus par les Ming. Ici, on voit Yongle, c'est le troisième dirigeant. Les Ming, qui sont une dynastie chinoise, Han, d'ethnie Han, qui, dans un premier temps, choisissent Nankin pour capitale. Bon. Cependant, en 1403, l'empereur Yongle, que vous voyez ici, décide de transférer la capitale à Pékin afin de mieux contrôler les frontières septentrionales de l'Empire. Alors, la nouvelle capitale Ming, appelée Beijing, ce qui signifie, alors pour les Chinois, donc c'est la capitale du Nord, est reconstruite sur le site de Dadu, qui a été quasiment détruite lors des combats opposant les Yuan aux Ming. Les travaux commencés en 1403 se terminent en 1420, et il s'agit de la cité interdite que nous connaissons aujourd'hui. Alors, après avoir déplacé les murailles vers le sud, on a un plan ici à droite de cette nouvelle capitale. Après avoir déplacé les murailles vers le sud pour des raisons défensives, un nouveau palais impérial est construit, la cité interdite, ou cité pourpre, comme je vous l'ai dit, que nous connaissons aujourd'hui. Et puis de nouvelles tours du tambour et de la cloche sont érigées à l'emplacement de l'ancien centre géographique de Dadu. Le temple du ciel, l'hôtel de l'agriculture, le temple des ancêtres impériaux et le temple de la terre sont construits à leurs emplacements actuels et ils sont indiqués en vert sur la carte. C'était très important parce qu'ils assuraient la protection et la prospérité de la capitale. Alors les quartiers sont autonomes et autosuffisants. Les habitants, encadrant donc plutôt la cité interdite, les zones d'habitation sont divisées en 37 quartiers qui reprennent le quadrillage urbain de la capitale précédente, c'est à peu près la même disposition. Ces quartiers sont autonomes et autosuffisants et les habitants se déplacent rarement hors de leur quartier, dont les rues principales sont bordées de commerces et de boutiques et donc sont très fréquentées. Quant aux hutong, elles sont des lieux d'urbanité où s'installent des petits marchés, des colporteurs, des musiciens de rue et où les riverains se rencontrent pour discuter, pour jouer, ce qui donne à la ville cette fantaisie souvent décrite par les visiteurs durant la période impériale. Et puis, au XVIe siècle, la population de la ville ayant augmenté, une nouvelle muraille est construite pour protéger les nouvelles zones urbanisées. Il s'agit, sur la carte, vous avez Inocity, ça c'est la ville ancienne, et puis la nouvelle ville, donc Outer City, qui va être donc la ville extérieure, qui va être rajoutée, donc qui va être agrandie au XVIe siècle. Alors dès lors, on distingue, comme vous voyez sur la carte, la ville intérieure, partie la plus ancienne, de la ville extérieure, extension d'une superficie de 62 km². Il n'existe pas de faubourg et on passe directement de la steppe à la ville fortifiée, délimitée par les murailles. C'est ce que vous avez vu d'ailleurs tout à l'heure sur la première photo, où je vous montrais les murailles de Pékin. Alors ensuite, en 1644, la dynastie Ming est remplacée par la dynastie Qing d'origine mandchoue. C'est à nouveau une dynastie d'origine nomade. Le tissu urbain de la capitale reste quasiment le même. Le principal changement vient du déplacement de la population chinoise, dont les Mandchous se méfient dans la ville extérieure, que l'on appelle dès lors la ville chinoise. Alors, le port de la natte, d'ailleurs, date de cette époque. Il est imposé aux Chinois avec pour fonction de distinguer la population, justement, qui n'est pas mandchoue. Alors, l'urbanisation de la ville extérieure se fait dans l'urgence et de manière peu réglementée, ce qui fait que le tracé des rues et des ruelles de ces nouveaux quartiers est moins strict que dans la ville intérieure et ne respecte pas rigoureusement le quadrillage traditionnel. C'est ce que vous pouvez voir sur la carte qui se trouve à gauche. Vous voyez bien, il y a un côté beaucoup plus désorganisé pour la partie sud, beaucoup plus aléatoire.
Alors, dans la ville intérieure, appelée ville tartare par les Occidentaux, la cour mandchoue est entourée de ses troupes, les bannières, qui sont en fait des corps d'armée. À chacune des 8 bannières est attribué un quartier spécifique autonome. Et les membres de la famille impériale se font construire de grandes demeures autour de la cité interdite. Et puis, à l'extérieur de la ville, dans la steppe, des jardins sont conçus, dont les plus connus sont le Yuanmingyuan et le Yiroyuan, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Alors, l'urbanisme va commencer à changer à partir du XVIIe siècle. Les premières atteintes donc à la symbolique urbaine de Pékin, qui était vraiment purement impériale, débutent dès le XVIIe siècle lorsque les missionnaires catholiques, notamment les jésuites, font édifier des lieux de culte et des bâtiments de style occidental dans le tissu urbain impérial. Ici, vous avez la carte et puis également une carte postale plutôt des légations étrangères. Et puis, justement, ça c'est au XIXe siècle, les puissances étrangères font bâtir le quartier des légations. Alors, entre-temps, vous avez eu les guerres de l'opium, les étrangers ont acquis le droit d'installer un peu comme des ambassades, des concessions d'une part, et puis d'autre part des ambassades en Chine, et ils vont se regrouper à Pékin dans un quartier qu'on appelle le quartier des légations étrangères. Alors, ces puissances donc, font bâtir ce quartier au sud-est de la cité interdite. C'est ce quartier qui sera assiégé pendant 55 jours par des insurgés soutenus par le pouvoir impérial de l'impératrice Cixi et qui va entraîner l'intervention de la coalition de 8 pays occidentaux. Alors, je vous conseille d'ailleurs à ce sujet de lire ou de relire Les derniers jours de Pékin de Pierre Loti, qui décrit sous un angle orientaliste ces événements. C'est très intéressant, je l'ai relu justement pour préparer cette conférence et franchement, ça vaut la peine. Alors, ensuite, donc, Pékin va continuer à changer, surtout après la chute de la dynastie mandchoue, c'est-à-dire en 1911, au moment de la première révolution, donc la révolution nationaliste. Et donc, c'est au moment de l'avènement de la République. Ainsi, en 1911, afin de faire passer la ligne de chemin de fer Hankou-Beijing, on pratique une première brèche dans les murailles, atteinte fondamentale au symbolisme de la ville impériale. Ici, on voit très bien les apports de Pékin. Ce sont des photos de la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Sur celle de droite, on peut voir la première gare de Pékin qui se trouvait à l'extérieur des remparts. Et vous voyez, il n'y a encore rien de construit autour. Alors, une première brèche donc, est percée pour faire passer le chemin de fer. Et puis ensuite, en 1911, la même année d'ailleurs, le premier réseau d'adduction d'eau est installé, donc ce qui veut dire qu'on va détruire des quartiers. Et puis en 1919, l'électricité à nouveau va être installée. Enfin, en 1924 est inaugurée la première ligne de tramway, et tout ça veut dire que, évidemment, le plan de Pékin l'organisation de Pékin commence à changer. Cependant, en 1927, le gouvernement nationaliste donc du Kuomintang transfère la capitale à Nankin. Pékin est alors rebaptisé Paix du Nord, Beiping, et elle est marginalisée par le développement rapide des villes du Sud, notamment de Shanghai et de Nankin. Dès lors, elle va s'endormir un petit peu, et c'est une chance d'ailleurs pour la préservation du patrimoine bâti qui reste figé. Et puis, lorsque les Japonais, donc ça c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Japonais occupent Pékin durant la Seconde Guerre mondiale, donc ils vont planifier la création d'une ville nouvelle, située à 8 km à l'ouest des murailles de la ville ancienne, ville qu'ils n'auront pas le temps de construire. Alors, durant cette période instable, Pékin reste une ville culturelle brillante aux yeux des élites chinoises et des étrangers. Ici, vous pouvez voir la porte Tiananmen, que je vous montrerai à nouveau tout à l'heure, avec le réaménagement qui a eu lieu pour les Jeux Olympiques de 2008. Alors, cependant, donc, dans le même temps, les infrastructures urbaines, tant les infrastructures que les habitations, se dégradent. Alors, ensuite, la période suivante, c'est en 1949. Ici, vous pouvez voir Mao qui proclame donc la République de Chine populaire. Et puis, évidemment, à droite, ce sont les gardes rouges. Donc, en 1949, Mao proclame la fondation de la République populaire de Chine du haut de la porte Tiananmen. Et Pékin est à nouveau choisi comme capitale. Les urbanistes et architectes chargés de planifier le développement urbain de la nouvelle capitale sont confrontés à des difficultés insurmontables dans le contexte de l'époque. Comment concevoir une capitale moderne à partir d'un tissu urbain ancien et enserré dans ses murailles? Et par conséquent,
Faut-il détruire le centre-ville, comme le soutiennent les partisans d'une modernisation radicale de Pékin, soutenue par les experts soviétiques, ou créer une ville nouvelle, afin de préserver le tissu urbain traditionnel, comme le suggèrent les partisans de Liang Shecheng, qui est un architecte réputé à l'origine du recensement des sites historiques et culturels, et qui souhaite protéger et qui donc, oui, est à l'origine du recensement des sites et qui également donc a déterminé quels étaient les sites à protéger à l'échelle du pays dans les années 1930. Alors, tous ces débats sont menés dans l'urgence et c'est finalement la première option qui est retenue, donc c'est-à-dire construire à la place de la ville ancienne. Alors, comme toute nouvelle dynastie, les dirigeants communistes veulent marquer Pékin de leur empreinte. Ils veulent que leur capitale symbolise l'idéologie socialiste, mais plutôt que de détruire complètement les marques urbaines des dynasties précédentes, ils préfèrent les transformer pour qu'elles s'intègrent dans leur propre vision de l'urbanisme. Ils montrent ainsi qu'ils ont dépassé la période impériale et qu'ils sont d'une certaine façon les nouveaux empereurs. Alors, dans un premier temps, la principale transformation concerne, ici, vous avez l'évolution de la place Tiananmen, donc place d'abord, ce qui s'appelait le Tianbulang avant, et donc c'était dans le prolongement de la cité interdite, et puis ensuite on voit les travaux, ensuite dans les années 50, après les travaux des années 50. Alors dans un premier temps, la principale transformation donc, concerne la création de la place Tiananmen à l'emplacement du Tianbulang, qui était un espace aménagé autrefois devant l'entrée sud de la cité interdite. L'objectif est de transformer cet espace interdit à la population durant la période impériale en une place destinée au rassemblement populaire. Alors la place Tiananmen devient ainsi le symbole de la nouvelle nation. Et en 1958, le monument des héros du peuple est édifié au centre de la place et sur l'axe central de la Beijing impériale. Alors, dans le même temps, ici, vous avez d'une part la rue de la paix éternelle, avec la porte Tiananmen, oui, à droite. Et puis, on voit d'ailleurs les tribunes où s'installaient les officiels, et où s'installent d'ailleurs encore les officiels lorsqu'il y a des défilés. Et puis, à droite, c'est la nouvelle gare de Pékin qui a été construite en 1959. Bon, alors, dans le même temps, donc l'avenue de la Paix éternelle est percée selon un axe est-ouest qui coupe et contrebalance l'axe nord-sud impérial, donc c'est un axe, on va dire, socialiste, moderne. La place Tiananmen, placée au point de croisement de ces deux axes, devient le centre de Pékin et de la nation, remplaçant la cité interdite, autrefois centre symbolique de la Chine. Le long de l'avenue de la Paix éternelle seront érigées les principales infrastructures et administrations du nouveau régime. Alors, on voit la gare de Pékin, donc les transformations sont rapides à cette période, et ainsi, en une année, 1958-1959, on construit 10 bâtiments monumentaux, dont fait partie la gare, c'est pour ça que je l'ai mis là, pour célébrer le 10e anniversaire de la République populaire de Chine. Pékin étant alors une ville horizontale, ces 10 bâtiments, dépassant les toits de la ville ancienne, symbolisent le processus de modernisation du pays. Alors c'est aussi dès 1953, on entreprend la restructuration du réseau routier. Alors vous avez ici les 5 premiers périphériques, donc qui correspondent vraiment, pour vous dire, le périphérique numéro 2, c'est celui qui reprend les tracés de la muraille, hein, donc c'est celui qu'on voit le plus au centre. Alors, on planifie dès cette époque la réalisation future de 5 périphériques, alors aujourd'hui il y en a une dizaine, et l'on perce de larges avenues qui déterminent les axes de développement urbain. Vous avez un photosatellite qui vous montre également donc, le plan de Pékin aujourd'hui, enfin Pékin aujourd'hui dans le tissu urbain. Alors, pour réaliser ce projet, une partie des quartiers traditionnels ainsi que les murailles entourant la ville sont progressivement détruits. Et puis, l'organisation des quartiers change également. Afin de rapprocher les habitants des lieux de production, des usines sont créées dans la ville ancienne. Alors, des unités de production regroupent sur un même site non seulement les usines ou les bâtiments administratifs, mais aussi les logements et les services qui en dépendent, tels que les dispensaires médicaux, les lieux de distraction, les boutiques, etc. Bref, c'est l'idée socialiste que l'on doit habiter, que les ouvriers doivent habiter dans le centre de la capitale, près de leur usine, et que les usines doivent être au centre du système économique et donc de la production.
Alors, la création de ces unités de production, alors on peut voir ce que ça donne dans l'urbanisme sur la photo de droite. La création de ces unités de production, qui occupent souvent plusieurs hectares, change de manière radicale le paysage. Il transforme également le mode de vie traditionnel, c'est-à-dire un mode de vie plutôt villageois, hein, donc dans un mode de vie qui devient citadin, donc dans des immeubles. Les gens habitent des immeubles au lieu d'habiter des petites maisons indépendantes. Alors, durant la période de la révolution culturelle, donc 1966-1976, les projets de développement urbain sont interrompus par manque de moyens et de directives politiques. Bon, c'est un peu l'anarchie. Les banlieues se développent néanmoins vers le nord. Alors, la division des Serohuan entre plusieurs familles est imposée aux propriétaires, ce qui entraîne la construction de nouveaux bâtiments, souvent de piètre qualité. C'est ce que vous pouvez voir à droite. En fait, dans les cours, on va rajouter des bâtiments, ce qui fait que, évidemment, ces cours deviennent de moins en moins agréables. Et puis surtout surpeuplés. Et puis en 1965, la construction du métro entraîne la destruction des murailles. À l'emplacement des murailles d'autrefois se trouve aujourd'hui la ligne numéro 2 du métro, ainsi que le tracé du deuxième périphérique que je vous ai montré tout à l'heure. Durant cette période de tension avec l'Union soviétique, des souterrains sont creusés afin d'abriter la population en cas de conflit, tant sous forme de guerre conventionnelle que nucléaire. Alors, ces souterrains ont été utilisés comme lieu de stockage pour les entreprises, voire d'hôtels souterrains dans les années 1980. Je vous conseille donc, d'ailleurs, pour cette période, de voir un film qui s'appelle Sous la chaleur du soleil. C'est un film de Jiang Wen qui donne vraiment une idée de ce que pouvait être Pékin à l'époque de la révolution culturelle. C'est un film de 1994. Bon. Alors, ensuite, fin 1978, à la fin des années 70, plutôt après la chute de la bande des quatre, Deng Xiaoping revient au pouvoir. Et il entreprend ce qu'on appelle la politique des 4 modernisations et d'ouverture du pays, hein, donc, qui s'appuie sur l'ouverture du pays. Alors, avec l'arrivée de capitaux et d'expertises étrangères, les projets immobiliers se multiplient. En outre, un effort considérable est fait pour bâtir des immeubles d'habitation afin d'améliorer les conditions de vie des Pékinois et réduire la surpopulation du centre-ville. Les photos que vous voyez ici ont été prises dans les années 1990-2000. Ensuite, en 2001, Pékin est choisi pour organiser les Jeux olympiques de 2008. Dès lors commence une intense période de travaux pour moderniser la ville et réaliser les infrastructures pour les Jeux. De nombreux quartiers traditionnels sont détruits ou entièrement rénovés. De nombreux habitants du centre-ville sont déplacés vers les banlieues et le centre-ville, devenu inabordable pour la plupart des Pékinois, s'embourgeoise. Parmi les réalisations architecturales les plus remarquables du quartier olympique, situé au nord de la ville, près du quartier universitaire, on peut citer le stade nommé le Nid d'Oiseau, donc qui se trouve ici à gauche, où ont lieu les cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux, et l'aquacube, où se déroulent les compétitions de natation. Alors en 2015, Pékin est à nouveau choisi pour organiser les Jeux olympiques d'hiver, qui se dérouleront en 2022, donc l'année prochaine, si tout va bien. Les installations de 2008 seront alors réutilisées et les épreuves de ski donc, se passeront sur différents sites situés dans les montagnes situées au nord de Pékin. Alors Pékin est la première ville d'ailleurs à recevoir 2 fois les Jeux olympiques, enfin en tout cas non pas à recevoir 2 fois, mais à recevoir à la fois les Jeux olympiques d'été et d'hiver. Alors ensuite, vous avez maintenant des nouveaux quartiers, et ça c'est surtout depuis les années 2000. De nombreux quartiers spécialisés et villes satellites ont été créés, parmi lesquels les quartiers de Beijing Central Business District, c'est-à-dire Beijing CBD, et d'autre part, parmi ces quartiers emblématiques, le quartier de Zhongguancun, qui se distingue dans tous les cas par leur architecture contemporaine. Alors, Beijing CBD est un centre financier et de médias avec, des bâtiments remarquables, et notamment celui réalisé pour la CCTV, c'est la télévision chinoise, par le cabinet d'architectes néerlandais, donc Rem Koolhaas, et inauguré en 2009. Donc c'est le bâtiment un peu curieux qui se trouve derrière l'immeuble blanc sur la photo de gauche. Et puis, Zhongguancun est le quartier de l'informatique et des nouvelles technologies, surnommé donc la Chinese Silicon Valley.
Là aussi, vous avez des bâtiments tout à fait contemporains. Et puis, euh, suite à la restructuration de l'économie mise en place à la fin des années 1970, puis des mesures visant à limiter la pollution dans le centre-ville, les sites industriels ont été fermés ou déplacés en dehors de la ville. Donc c'était aussi pour des raisons de pollution, parce que le vent vient du nord et donc la plupart des usines étaient au nord et toute la pollution arrivait sur le centre-ville. Donc tout ça a été déplacé au moment des Jeux. Et la plupart des friches industrielles, après avoir été rasées, sont devenues de nouveaux quartiers d'habitation essentiellement. Mais les friches de l'usine d'armement numéro 798, fermée en 1980 à la suite des réformes de Deng Xiaoping, ont été transformées en un centre d'exposition d'art contemporain au style architectural insolite, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Connu sous l'appellation Quartier d'art 798, il rassemble depuis les années 2000 de nombreux artistes qui autrefois étaient dans un quartier un peu vétuste près du parc Yeruyuan. Et donc il rassemble des artistes dont un nombre croissant jouissent d'une renommée internationale. Alors aujourd'hui, le quartier jouxtant l'espace 798 est également devenu un quartier animé de cafés, de restaurants, c'est un quartier proche des universités, et c'est également donc évidemment un lieu branché de la culture pékinoise et notamment de l'art contemporain. Alors maintenant, si vous voulez, cette première partie qui vous permet de comprendre les mutations de la ville vont nous permettre maintenant d'aborder les différents sites. Et là, sur cette carte, vous avez ces fameux sites de Pékin, et donc que l'on va découvrir les uns après les autres maintenant. Alors d'abord, la place Tiananmen. Donc la place Tiananmen est une immense... alors à partir de maintenant, bon, à part ces deux premières photos, ce sont mes photos. Alors avant, il y en avait déjà, mais là, ce sont des photos qui ont été prises pendant les circuits, souvent. Donc la place Tiananmen est une immense place rectangulaire d'environ 880 mètres du nord au sud et de 300 mètres d'est en ouest. Elle couvre une superficie de près de plus de 40 hectares, dont la plus grande partie est recouverte de dalles de granit. Avant 1949, elle était bordée, donc, comme on l'a vu, de différents bâtiments qui ont été détruits lors de son agrandissement. Alors depuis 1949, comme je vous l'ai dit, elle est associée aux événements importants de l'histoire chinoise, avec les défilés, les manifestations, les commémorations. Et puis autour de la place se trouvent plusieurs bâtiments emblématiques de Pékin. Sur la partie droite, là vous avez une représentation en 3D avec le nom de ces bâtiments, et nous allons les voir maintenant les uns après les autres. Alors d'abord, vous avez la porte Tiananmen, donc la porte de la paix céleste, constitue l'entrée sud de la cité interdite. Et sur sa façade sud se trouve un immense portrait de Mao Zedong. Elle est séparée de la place Tiananmen par l'avenue de la paix éternelle, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la plus importante de Pékin et elle mesure à cet endroit-là 120 mètres de large, donc sur ce bref tronçon. Et puis, comme nous l'avons déjà vu, c'est de la porte Tiananmen que Mao a proclamé la fondation de la République populaire de Chine et qu'il exhortait les gardes rouges durant la révolution culturelle. Et puis, de part et d'autre de la porte, le long de l'avenue Chang'an, se trouvent les tribunes officielles utilisées lors des défilés des grands événements nationaux. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur une photo précédente. Et puis, sur la place, face à la porte Tiananmen, se trouve le drapeau de la République populaire de Chine. Il est de couleur rouge et qui représente le communisme, bien sûr, mais aussi le bonheur dans la culture chinoise traditionnelle. Et il porte 5 étoiles de couleur jaune, couleur associée à la gloire et à la richesse dans la culture chinoise. La grande étoile représente le Parti communiste chinois et les petites étoiles, les 4 classes sociales traditionnelles qui ont été réunies par le Parti communiste. Et puis, les 5 branches des étoiles représentent les 5 éléments, à savoir l'eau, le feu, la terre, le bois et le métal. Et puis ensuite, toujours sur la place, donc vous avez 2 bâtiments dans le plus pur style stalinien, comme vous voyez. Alors d'abord, celui de gauche, c'est le palais de l'Assemblée du peuple. Le palais de l'Assemblée du peuple se trouve à l'ouest de la place Tiananmen. Il est l'un des 10 bâtiments monumentaux construits entre 1958 et 1959 pour fêter les 10 ans de la fondation de la République populaire de Chine. Et à l'intérieur se trouvent plusieurs salles aux fonctions diverses, dont la plus grande, le grand auditorium, peut accueillir plus de 10 000 représentants. Et oui, on est à l'échelle de la Chine. En outre, chaque province, région administrative spéciale et région autonome, a sa propre salle de réunion, décorée et meublée selon le style local de la province qu'elle représente. Alors, pour entrer à l'intérieur de ce bâtiment, vous avez la possibilité de visionner
un film. Il s'agit de l'opéra révolutionnaire L'Orient Rouge, qui a été filmé dans cette salle durant la Révolution culturelle et qui permet d'appréhender la dimension et le symbolisme du lieu. Alors c'est un film vraiment incroyable, tout à fait dans l'esprit de l'époque, et c'est vraiment presque un document historique que je vous conseille de visionner, donc L'Orient Rouge. Alors ensuite, pardon, excusez-moi, sur la droite, vous avez le Musée national, et donc il se trouve à l'est de la place Tiananmen, face au palais de l'Assemblée du peuple, et qui fait aussi partie de ces grands bâtiments monumentaux des années 50, de l'année 59. Alors entièrement rénové, repensé en 2007 et 2010, il est le résultat de la réunion, enfin l'intérieur, hein, donc, et de la réunion du musée de l'histoire de Chine et de celui de la Révolution chinoise. Alors, les deux expositions principales du musée s'intitulent Chine ancienne et l'autre, c'est la route vers le renouveau. Alors, on y parle notamment des routes de la soie, hein, dont on parle beaucoup en ce moment, donc à la fois de la Révolution, mais aussi de la Chine du futur. Le musée national présente plus d'1 million d'œuvres et de reliques qui font de lui un musée absolument incontournable lorsqu'on se rend à Pékin. Alors, d'autre part, toujours sur la place Tiananmen, vous avez le mausolée de Mao Zedong, et qui accueille donc le corps embaumé de Mao, qui est décédé le 9 septembre 1976. Alors, bien qu'il ait souhaité être incinéré à sa mort, comme souvent dans les pays communistes, pareil pour Ho Chi Minh, les dirigeants de l'époque ont décidé de conserver son corps et de lui construire un tombeau monumental qui a été construit en moins de 6 mois. Alors, pour ce faire, plus de 700 000 personnes des différents corps de métier sont venues de toute la Chine pour travailler bénévolement sur ce chantier. Alors, bénévolement, je ne sais pas sous quelle forme. Et les matériaux provenaient également de toutes les provinces, donc de la Chine. Alors, Mao est présenté embaumé dans un sarcophage de verre. C'est vrai qu'il n'a pas bonne mine. Et devant le mausolée, comme vous le voyez, vous avez des statues tout à fait dans le style révolutionnaire qui reflètent un peu l'ambiance de l'époque, époque qui a radicalement changé avec l'arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir, donc après cette période. Alors, sur la droite, vous avez le monument aux héros du peuple, alors, qui est tout à fait symbolique. Il est vraiment en plein centre de la capitale aujourd'hui, donc il y a un message derrière. Au centre de la place, donc, il a été inauguré en 1958. Il se compose d'une stèle en granit de 60 tonnes, d'une surface totale de 3000 m², ainsi que de 17 000 pièces de granit et de marbre blanc. C'est un monument absolument gigantesque. Alors, sur la façade nord de la stèle sont gravés 8 mots de la main de Mao. C'était, bon, je cite, « Que les héros du peuple soient éternels ». Et puis, sur la façade sud, est gravé un texte de Zhou Enlai en l'honneur des héros du peuple. Et puis, sur les 4 côtés du socle sont représentées 8 scènes des événements révolutionnaires les plus importants, hein, donc, qui ont permis à la Chine de devenir indépendante et évidemment à l'époque communiste. Alors, ensuite, toujours sur la place Tiananmen, au sud, vous avez la porte Jiangmen ou Tianmen, qui délimitait autrefois la ville tartare, donc la ville intérieure de la ville chinoise, la ville extérieure située au sud. Construite en 1419, la porte comprenait un corps de garde et une tour d'archer formant une grande barbacane. Elle est l'une des seules portes à n'avoir pas été détruite dans les années 50, lorsqu'on a construit les grands axes routiers et le métro. Et puis, la porte actuelle, donc, elle date de 1914, et elle mesure 42 mètres de hauteur, et c'est la plus haute de Pékin. Elle est très impressionnante. Et puis, sur la droite, vous avez un bâtiment un peu curieux. Eh bien, il s'agit tout simplement de la première gare de Pékin, inaugurée donc en 1901, et qui était située au sud-est de la place Tiananmen. Donc, c'est la première gare de la ville. Ah non, enfin, la deuxième, puisque l'autre se trouvait au pied des remparts. Et en 1959, alors elle se trouvait juste au sud du quartier délégation étrangère, et évidemment, elle avait été placée là, pas par hasard, c'était pour amener les étrangers donc, dans les ambassades. Ils arrivaient normalement en bateau à Tianjin, et ensuite vous aviez le train qui permettait d'aller de Tianjin jusqu'à Pékin. Voilà. Et de Pékin, ensuite, on traversait la rue, en gros, et on arrivait au quartier délégation étrangère. Alors, en 1959, elle est remplacée par la nouvelle gare de Pékin, que vous avez vue tout à l'heure, et qui se trouve sur l'axe révolutionnaire, donc l'avenue de la paix éternelle. Depuis 2010, cette ancienne gare
est un musée des chemins de fer chinois, un musée très intéressant. Alors, ensuite, toujours sur la rue de la Paix éternelle, vous avez quelques bâtiments très importants, en tout cas, ou qui présentent un intérêt majeur. Alors, d'abord, à gauche, vous avez le Centre national des arts et des arts du spectacle, qui est situé donc juste derrière l'Assemblée populaire et qui fait face à la résidence des dirigeants de la Chine populaire. Et donc, sur la surface semi-sphérique de ce bâtiment, situé au centre d'un plan d'eau, se reflète la nuit, surtout la nuit, mais aussi la journée d'ailleurs, le palais de l'Assemblée du peuple et Zhongnanrai, donc qui est le siège des dirigeants chinois. Je viens de vous en parler. Alors, on accède au bâtiment par un couloir qui passe sous le plan d'eau. Et puis, à droite, ce que vous voyez, c'est l'entrée de ce que les Pékinois surnomment la nouvelle cité interdite, et c'est tout simplement le siège des dirigeants chinois, voilà, et qui donne donc sur cette grande avenue de la paix éternelle. Alors maintenant, je vous propose d'aborder le Pékin impérial avec la cité interdite, et donc cette cité interdite était le palais impérial de deux dynasties chinoises, les Ming et les Qing. Elle est construite entre 1406 et 1420. Elle a servi ainsi de résidence à 24 empereurs chinois jusqu'en 1911. Et puis le dernier, c'était Puyi, dont l'histoire est racontée dans le film Le Dernier Empereur de Bertolucci, que je pense que vous avez dû voir, et sinon je vous conseille de le revoir, c'est vraiment très intéressant. Alors la cité interdite se présente comme un rectangle de près d'1 kilomètre de long, donc c'est nord-sud, sur 780 mètres de large, ça c'est est-ouest, et que cela couvre une superficie de 74 hectares. Alors, elle est entourée d'une muraille de 8 mètres de haut et de 3,8 km de longueur. Elle est protégée par des douves de 50 mètres de large et en tout, elle occupe donc 74 hectares. Alors, la cité interdite est une véritable ville, une ville fermée comprenant 90 palais, 980 bâtiments divers et 8704 pièces. Alors, souvent on dit 9999, parce que c'est un chiffre tout à fait symbolique pour les Chinois, ça veut dire l'infini. En réalité, bon, c'est un peu moins. Alors, les principaux bâtiments sont dirigés sur le fameux axe central nord-sud, très important pour la géomancie chinoise. C'est l'axe qui traverse également la capitale en son centre. Alors, les édifices secondaires sont répartis de part et d'autre de cet axe central. Et puis, ici, afin de respecter les principes de la géomancie, ou feng shui, une colline artificielle est érigée au nord de la cité interdite, avec la terre qui provient du creusement des douves. Et puis, alors, cette colline va bloquer symboliquement les mauvaises influences qui viennent du nord, et puis de manière plus pragmatique, elle bloque également le vent glacial qui vient de Sibérie, et qui, à certaines périodes de l'année, transporte le sable du désert de Gobi, ce qui fait qu'à certains moments, on ne voit quasiment rien dans Pékin. Vous avez une espèce de halo jaunâtre qui fait qu'on on ne peut plus voir très loin. À ce moment-là, les avions, d'ailleurs, sont bloqués. Et puis, donc, au sud, ça c'est la photo à gauche, pardon, et donc au sud, se trouve un cours d'eau, la rivière d'Or, qui est creusé et qui apporte ainsi symboliquement les influences positives qui viennent du sud. Donc ça, c'est le principe de base de la géomancie. Alors, la partie centrale de la cité interdite est divisée en deux parties. Vous avez la cour extérieure, qui se trouve donc au sud, et la cour intérieure au nord. Alors ici, vous avez d'abord la cour extérieure, donc constitue la partie officielle du palais, où l'empereur exerçait son pouvoir suprême sur la nation. D'où l'empereur exerçait son pouvoir. Alors dans cette cour sont placés successivement, lorsque l'on se dirige vers le nord, d'abord le palais de l'harmonie suprême, c'est celui que vous avez ici à gauche, où se déroulaient les cérémonies importantes, comme l'intronisation de l'empereur ou la proclamation des principaux décrets. Alors, c'est le bâtiment le plus grand de cette partie du palais, et lors des cérémonies importantes, d'ailleurs, l'ensemble de la bureaucratie, venait se prosterner dans la cour qui se trouve devant. Et puis, vous avez ensuite, en allant vers le nord, le palais de l'harmonie du milieu, c'est celui qui est carré, si vous voulez, le petit palais là, qui se trouve sur la photo de droite.
et où l'empereur se rendait pour se préparer avant d'assister aux grandes cérémonies. Et puis ensuite, on l'aperçoit derrière, vous avez le palais de l'harmonie protectrice, où l'empereur faisait passer les examens aux candidats de l'académie Hanlin et accordait des audiences. Alors l'académie Hanlin, c'est celle qui formait les grands bureaucrates, enfin les intellectuels du royaume, et qui souvent donc ensuite travaillaient dans la bureaucratie, dans l'administration, ce qu'on appelle les mandarins. Alors ensuite, dans la cour intérieure, donc dans la partie nord, se trouve la cour intérieure qui constitue l'espace privé de la famille impériale. Alors en se dirigeant vers le nord, on trouve successivement le palais de la pureté céleste, qui était la résidence personnelle de l'empereur. Alors, je n'ai pas remis chaque fois les mêmes palais, mais il ressemble au palais précédent. Donc, le palais de la pureté céleste, c'était la résidence personnelle de l'empereur, sous les Ming, puis à partir de Kangxi, ce palais devient salle de réception des fonctionnaires ou des envoyés des pays tributaires. Et puis, ensuite, il y a le deuxième, donc c'était le palais de l'Union, celui qui est plus petit et carré, à l'origine salle du trône de l'impératrice, puis salle des sceaux à partir de Tianlong. Et ensuite, donc, vous avez ici une photo de l'intérieur de ce palais. Il s'agit du palais de la tranquillité terrestre, qui était la résidence de l'impératrice. Et puis, de chaque côté de cette partie centrale, où se trouvent les bâtiments monumentaux et principaux, et les plus importants pour le pouvoir, eh bien, se trouvent tous les quartiers d'habitation, se trouvent d'innombrables pavillons, dans des cours successives qui ressemblent un petit peu à celles que vous avez sur la photo de droite. Alors, on y trouve les appartements de l'empereur, des impératrices, des concubines, des eunuques, etc. Et puis, tout au nord de la cité interdite, se trouve le jardin du palais, alors un jardin arboré, et puis vous avez également des pavillons de repos et une rocaille surmontée d'une pagode qui est très connue. Et puis également, donc toujours dans la cité interdite, vous avez un musée qu'on appelle le musée du palais, qui a été créé lors de l'ouverture au public, après la chute de la dynastie Qing, afin de présenter les collections impériales. Alors, les collections sont d'une grande richesse, mais il faut se rappeler que la plus grande partie de ces collections se trouve quand même aujourd'hui à Taipei, dans le musée national, qui s'appelle aussi le musée du palais. Évidemment, le Kuomintang, les autorités du Kuomintang ont tout fait transférer à Taipei, enfin une grande partie, avant leur chute, et avant de partir à Taïwan. Alors aujourd'hui, on voit la moitié à Taipei, dans un musée qui a le même nom, c'est le nom du palais. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la colline de Charbon, dont on a ici, on voit des vues de Pékin. D'ailleurs, on s'y rend pour ça, généralement. La colline donc, de Charbon est située dans le parc Jingshan, situé au nord de la cité interdite. Jingshan, c'est le charbon. Et c'était autrefois, donc, elle faisait partie autrefois de la cité interdite. En tout cas, elle était contiguë. Et puis maintenant, une route est percée entre le parc et la cité interdite. Alors, il s'agit d'un monticule artificiel d'une hauteur de 45 mètres, élevé en utilisant des gravats obtenus, comme je vous l'ai dit, lors du creusement des douves de la cité interdite. Alors, c'est le lieu où s'est suicidé par pendaison Ming Chongzhen. C'était le dernier empereur de la dynastie Ming, et c'était le 25 avril 1644, date à laquelle la dynastie Qing prend le pouvoir. Alors, du sommet de la colline de Charbon, vous pouvez constater ici, on a une très belle vue au sud sur la cité interdite, c'est la photo de gauche, au nord sur la tour du Tambour et sur les quartiers de Seruyuan. Bon, on ne voit pas très bien ici, mais c'est très verdoyant. Pékin est une ville très verte. Et puis, à l'est, on a une parc, on peut voir le parc Berai et le Dagoba blanc, dont je vais vous parler tout de suite. Voilà. Et donc, le parc Berai, justement, c'est l'un des jardins les plus anciens et les mieux conservés de Pékin. Alors autrefois, c'était un jardin impérial, et puis ensuite, il a été ouvert au public depuis 1925. Il est constitué en majorité du lac Berai, et il couvre dans sa totalité plus de 68 hectares. Il constitue une oasis de calme et de nature en plein cœur de Pékin. À ce titre, il est très apprécié des Pékinois. Et en hiver, et ça, j'ai beaucoup pratiqué ce genre de choses lorsque j'étais étudiant à Pékin, on peut, comme sur la plupart des lacs de Pékin, pratiquer le patin à glace. Ça, c'est très amusant. Alors, le parc a été fondé sous la dynastie Liao, en essayant de reproduire sur Terre la résidence des immortels du taoïsme, selon le code des paysagers
des paysages de montagnes et d'eau, alors qu'on retrouve dans tout l'art chinois. Hein. Ce sont ces fameuses montagnes avec de l'eau, et puis vous avez un petit personnage qui se trouve sur les flancs, et puis une petite maison. Donc ça, c'est les immortels. Et voilà. Alors les empereurs ont essayé de recréer cet environnement. Alors par la suite, les empereurs des dynasties successives l'ont réaménagé périodiquement. Et la plupart des édifices actuels datent du règne de l'empereur Qianlong, ça c'était au XVIIe siècle. Et puis au centre du lac se trouve l'île de Jade, c'est une colline artificielle sur laquelle se trouve le Dagoba blanc, donc c'est un stupa de style tibétain de 36 mètres de hauteur, érigé en 1651 lors de la visite du Dalai Lama. Alors pourquoi tibétain? Eh bien parce que les dynasties mongoles et les dynasties mandchoues pratiquaient le bouddhisme tibétain. Et d'ailleurs, ce sont eux qui souvent ont soutenu la branche des Gelugpa, c'est la branche du Dalai Lama actuel, contre les autres branches donc, du bouddhisme tibétain. Vous savez que c'est un peu compliqué, les différentes écoles étaient en conflit au Tibet, et souvent ils sont intervenus, donc même politiquement, pour soutenir la branche des Gelugpa. Voilà, alors donc voilà, c'est cette relation proche qui explique la présence de ce stupa tibétain. Alors, en cheminant dans le parc, on découvre au milieu de la végétation divers bâtiments disposés autour d'un lac, dont la forteresse ronde, le temple Yong'an ou le mur des 9 dragons. Alors, le mur des 9 dragons, vous l'avez ici à droite, et c'est l'un des 3 seuls murs qui existent en Chine. Le deuxième se trouve dans la cité interdite, et le troisième se trouve à Datong. C'est une ville située au nord donc de Pékin, environ, je ne sais plus, environ 300 km. Alors, dans ce parc, on trouve également le restaurant Fangshan, qui a été ouvert en 1927 par un ancien cuisinier de la cité interdite, et qui propose des menus. Alors, entre-temps, ça a changé, mais enfin, c'est lui qui avait créé les menus. Et il propose donc des menus qui s'inspirent des mets autrefois servis aux empereurs. C'est très curieux. Hein, donc, il faut savoir que ce sushi, par exemple, se faisait servir 100 mets différents. Enfin, il y avait 100 plats à chaque repas. Et donc, elle n'en mangeait qu'un petit peu, mais enfin, de toute façon, 100 plats avaient été préparés. Ça donne une idée de la diversité. Alors, ensuite, je vous propose d'aborder un secteur que j'aime tout particulièrement. Pour moi, Pékin, c'est surtout ça. Et donc, le terme de Hutong est étroitement associé à Pékin, et plus spécialement au quartier traditionnel, dont il symbolise, avec la maison à court carré pékinoise, la structure urbaine. Alors, il désigne à l'origine une ruelle qui dessert un quartier d'habitation, mais ce terme ensuite a été employé dans un sens large qui dépasse le simple domaine architectural. Et en fait, le terme Hutong, aujourd'hui, sous-entend plutôt un mode de vie traditionnel et une identité locale popularisée notamment par Lao She. Toujours lui, je vous parle beaucoup de lui, mais il faut absolument le lire si on veut découvrir Pékin. Et il a écrit notamment Jean de Pékin, Le tireur de pousse-pousse, 4 générations sous un même toit, ça c'est très intéressant, et La maison de thé, qui se passe justement dans le quartier de Tianmen, que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, les différents quartiers de Hutong sont séparés les uns des autres par des artères qui en constituent les limites. On peut assez voir, un peu voir là sur les avenues, sur la partie, sur la photo qui se trouve à gauche. De ce fait, chaque quartier de Hutong possède son atmosphère propre et reconstitue une atmosphère de village. Se promener dans les Hutong permet de s'imprégner de l'ambiance de vie traditionnelle pékinoise. Vous avez un exemple de cours. Alors, de cours, comme je vous l'ai dit, hein, avec toutes sortes de bâtiments qui ont finalement fini par prendre toute la place qui était consacrée à l'origine à la végétation. Mais enfin, ça donne une idée. Ça, c'est avant restauration, bien sûr. Et puis, ce quartier est en contraste radical avec les quartiers modernes de Pékin. Et les Hutong, en fait, constituent un musée de la culture ancienne pékinoise. Alors, le mot Hutong vient du mongol Kudog, qui signifie le puits. Les habitations étaient construites les unes à côté des autres, à proximité d'un puits, et progressivement, elles formaient des ruelles, donc qui permettaient d'y accéder. Et petit à petit, les Hutong se sont formés, regroupant ainsi plusieurs ruelles. Et c'est à ce moment-là que le sens est devenu quartier. Alors, les Hutong, là, vous avez différentes entrées donc dans ces maisons, que vous allez voir ensuite. Hein, je vais vous décrire ces maisons. Et on peut voir une maison populaire à gauche, l'entrée d'une maison populaire. Et vous avez encore les papiers collés que l'on colle pour célébrer le Nouvel An chinois.
Donc, c'est une tradition qui existe encore. Et puis, en revanche, à droite, vous avez l'entrée d'une maison beaucoup plus cossue et qui a été rénovée. Ça, c'est dans le quartier de l'Hôtel de Pékin, donc près de la Cité interdite. Alors, vous remarquez les lions hein, qui, de part et d'autre de la porte qui montrent le statut de la personne. Alors, les Rutong, situés justement juste à l'est et à l'ouest de la Cité interdite, étaient réservés aux aristocrates et à l'élite de Beijing, du Beijing des Qing, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'était vraiment l'entourage de l'empereur. Ces venelles et allées étaient célèbres pour leurs maisons cossues, disposées autour d'une succession de cours, et c'était souvent 3 cours. D'autres quartiers étaient très populaires, et puis d'autres encore étaient spécialisés dans un commerce, un artisanat ou un art particulier, d'où une atmosphère spécifique à chaque quartier. Et puis, à Pékin, toutes les ruelles sont orientées sud-ouest afin que les ouvertures principales des Sereyuan soient orientées nord-sud et donc soient tournées vers le sud selon les exigences du feng shui. Alors, on peut voir, alors, les Sereyuan à cour carrée sont généralement construites en briques. Et ces maisons traditionnelles ouvrent sur différentes cours carrées en gardant l'atmosphère villageoise. Et là, on peut voir donc ce qu'est un quartier de Sereyuan à droite. C'est une photo que j'ai prise du Novotel, hein, donc au centre de Pékin, près de la rue Wangfujing. Et puis, sur la gauche, vous avez donc le plan d'un quartier de Rutong et on peut voir les avenues qui délimitent chaque fois, donc chacun des carrés. Voilà. Alors, les ruelles était très animé. On y trouvait des marchés, des restaurants, des marchands ambulants, des spectacles de rue. On y trouvait également des points d'eau, des toilettes publiques et des bains publics. Alors, je vous conseille d'ailleurs de visionner le film Shower de Zhang Yang pour découvrir la vie dans un quartier de Rutong dans les années 1990. Et c'est tout à fait d'ailleurs cette ambiance que j'ai connue lorsque j'habitais Pékin. Il se trouve que l'école de langue dans laquelle j'étudiais se trouvait justement au centre d'une une Rutong qui était proche d'ailleurs du quartier musulman où on allait manger des brochettes. Voilà. Alors les quartiers actuels, même s'ils ont perdu leur caractère populaire et exubérant depuis leur rénovation, c'était dans les années 1990, 2000, 2010, donc ils ont perdu ce côté exubérant, mais ils gardent quand même en partie cette atmosphère jusqu'à aujourd'hui. Alors les Sereyuan, ce sont les maisons en elles-mêmes. Elles sont composées donc de plusieurs bâtiments qui donnent sur une cour intérieure. On voit très bien sur ces deux représentations. Et cette cour intérieure est plantée traditionnellement d'arbres fruitiers. Alors, les bâtiments sont attribués selon le statut hiérarchique dans la famille. Au nord et face au soleil, eh bien, on a les aînés. Ensuite, les enfants sont placés à l'est et à l'ouest, dans les bâtiments qui sont à l'est et à l'ouest, et les domestiques ou les locaux annexes sont placés au sud. Ça, c'est traditionnellement, bien sûr. Et à cette époque-là, vous aviez, quand on dit une famille, c'était vraiment une famille au sens large, hein, donc avec les grands-parents, voilà, tout le monde était dans la maison, dans cette propriété. Alors, excepté la porte d'entrée, qui est protégée d'un mur écran, les Sereyuan n'ont pas d'ouverture sur la ruelle d'accès, qui est formée donc d'une longue succession de murs entrecoupés de portes d'entrée. Voilà, c'est assez curieux quand on découvre les Sereyuan. En fait, on voit un grand mur avec des portes, et puis ensuite, évidemment, on découvre un peu plus en marchant. Alors, après la fondation de la République de Chine, comme je vous l'ai dit, le partage imposé des Sereyuan entre plusieurs familles, puis le relogement des habitants de la région de Tianshan après le tremblement de terre de 1976, conduisent à la surpopulation des habitants et à la construction anarchique de bâtiments au détriment de l'espace végétal. Et j'ai mis à la droite une photo qui montre ce que peut être une cuisine tout à fait quand même très simple, et un peu vétuste, et même très vétuste, dans une de ces habitations. Ça, c'est ce genre on peut organiser des repas, c'est-à-dire on va surtout manger des raviolis, donc les habitants organisent des repas, c'est l'occasion d'entrer à l'intérieur de ces habitations. Et puis avec la modernisation de l'espace urbain qui débute dès les années 1930, 50, pardon, et qui s'accélère dans les années 80 et culmine dans les années 2000 et la perspective des Jeux Olympiques de 2008, les quartiers traditionnels sont victimes d'un processus d'urbanisation à très vive allure et de spéculation immobilière, ce qui entraîne la disparition des habitations traditionnelles au profit d'immeubles modernes que l'on a vu tout à l'heure.
Ainsi, la plupart des rotongs ont été démolis à une vitesse extrêmement rapide entre 1990 et 2010. Ici, vous avez justement, c'est tout à fait cette période. Dans les deux cas, ce sont des œuvres du début des années 2000, fin 90-2000. Zhang Dali, c'est un photographe, sculpteur, peintre que j'avais rencontré et qui comment dire, dessinait une silhouette au moment de la destruction. Donc, quand on voulait détruire une maison, on écrivait le caractère Chai, et puis qui veut dire destruction, à détruire. Et puis ensuite, donc lui arrivait, il dessinait un bonhomme, il faisait un trou, et ça permettait de voir l'ancien Pékin. Ici, vous avez une tour de la cité interdite, et puis en même temps, donc la destruction à venir. Et puis, à droite, c'est un artiste français qui s'appelait Charles Chauderlot, qui habitait à Pékin une longue période, et qui donc a, comment dire, a dessiné les rues avant leur disparition. Voilà, c'est un très bel ouvrage aussi que je vous conseille, hein, Charles Chauderlot. Alors, donc, depuis oui, alors je passe, voilà, excusez-moi. Alors ensuite, donc depuis 2016, la municipalité de Pékin a quand même pris conscience que ce patrimoine valait quelque chose, et donc il a décidé de classer ces quartiers dans un plan de protection et de rénovation urbaine. Ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé à Singapour. Tout a été détruit, puis au dernier moment, on s'est rendu compte que quand même, c'était pas si mal. Ensuite, tout a été classé. Donc, les quartiers de Rutong sont désormais en principe, j'ai bien en principe, rénovés ou reconstruits. Les quartiers traditionnels sont aujourd'hui très prisés par les élites, et comme je vous l'ai dit, ils se sont embourgeoisés. Les surroyans, tout en gardant leur aspect extérieur, sont devenus très confortables. Et vous pouvez voir un film qui s'appelle Beijing Rock de Mabel Chung, où on peut découvrir l'aménagement contemporain d'une Surroyan rénovée. Alors, ces Hutong, évidemment, sont des lieux touristiques très fréquentés, tant par les Pékinois que les touristes pour leur calme et leur caractère traditionnel. Le quartier des Hutong, ces quartiers sont très arborés. Alors, on trouve des cyprès, des genévriers, toujours verdoyants dans les cours des temples. Vous avez des sophoras dans les rues qui offrent une ombre très, très agréable. Et surtout en été, il fait très chaud à Pékin en été. Hein. Je ne vous ai pas parlé du climat, mais en été, il fait facilement 40, plus de 40 degrés. Et en hiver, les températures peuvent être de moins 20, moins 25 la nuit. Et la journée, c'est plutôt autour de moins 5, à peu près, moins 5, moins 10. Voilà. Alors, en plein hiver, bien sûr. Et puis, donc, dans les cours carrés, on trouvait des grenadiers, des jujubiers, des plaques miniers, dont les fruits rouges sont associés au bonheur pour les Chinois. Et puis, donc, les Hutong peuvent se visiter à pied, à vélo ou en cyclopousse. Hein. Donc, certains habitants, d'ailleurs, servent des repas dans leur maison, ce que je vous ai dit tout à l'heure. On y déguste généralement des jiaozi, c'est la version pékinoise des raviolis. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, différentes activités, ils sont organisés maintenant, donc dans ces espaces rénovés, par exemple, sur la photo de droite, ce sont des cours de tai chi, donc que j'avais pris en photo dans un quartier qui se trouve près de l'hôtel de Pékin, quartier de Hutong. Voilà. Alors ensuite, pour en revenir à d'autres quartiers, vous avez la rue Tianmen, que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. On voyait les Japonais qui entraient dans Tianmen, et là, vous avez une photo de Tianmen vers 1900, et on voit toute cette activité incroyable qui existait à cette époque. Donc, c'était la ville chinoise, hein, c'était les Chinois qui habitaient là. Et puis, Tianmen rénové en 2010, alors je vous l'accorde, ça fait un petit peu parc à thème, mais c'est pas mal quand même. Alors, Tianmen était la rue principale de la ville extérieure, placée sur l'axe nord-sud de la capitale. Elle était notamment empruntée par l'empereur lorsqu'il se rendait au Temple du Ciel, à partir de la cité interdite. On va voir le Temple du Ciel après. Tianmen a toujours été une rue commerçante, très animée, où l'on trouvait de nombreux commerces, restaurants, maisons de thé, théâtres et maisons de courtisanes. Le quartier a changé radicalement des années 1990-2000. De nouveaux bâtiments qui s'inspirent du style traditionnel ont été reconstruits à la place des quartiers anciens rasés préalablement. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à Shanghai, quand on parle de la ville ancienne de Shanghai. Et la rue est devenue piétonne et une ligne de tram a été installée qui s'inspire de celle qui existait autrefois. On aperçoit le tram sur la photo de droite devant la tour Tianmen. Si le résultat rappelle un peu le concept du parc à thème, ce quartier piétonné n'en est pas moins agréable. Et comme autrefois, on y trouve de nombreux restaurants et lieux de spectacle. Et c'est notamment un endroit où il faut aller goûter le canard laqué et, si possible, assister à un spectacle de Jingju, hein, donc c'est l'opéra de Pékin, ce qu'on fait généralement donc, sur les programmes d'intermède. Alors,
Ensuite, vous avez une autre rue très très commerçante, c'est la rue Wangfujing. C'est la rue commerçante la plus connue de Pékin. Et en fait, elle est un peu l'équivalent de la rue de Nankin à Shanghai. La partie sud est située près de l'hôtel de Pékin. C'est un hôtel mythique, si vous voulez, un des grands hôtels. D'ailleurs, c'est la compagnie Raffles de Singapour qui aujourd'hui le gère. Et cette rue concentre les grands magasins, dont la librairie chinoise, également le Pairo Dalou, c'est un peu l'équivalent des grands magasins parisiens, et puis la librairie de Pékin, et puis maintenant, vous avez de nombreuses enseignes internationales. Ça, c'est pour la partie sud, celle que vous voyez à gauche. Et puis au nord, se trouvent différents bâtiments intéressants, dont l'église Saint-Joseph, qui est un témoin de la présence occidentale passée dans ce quartier. Et puis également, vous avez un marché alimentaire ouvert la nuit où on peut déguster toutes sortes de spécialités. Alors ça, c'est un peu le modèle, vous savez, des hawker centers de Hong Kong, de Singapour. Et alors, ce sont des mets tout à fait curieux et parfois insolites pour un occidental. Alors, vous avez des poulpes, vous avez des holoturies, vous avez toutes sortes d'insectes. Enfin bon, c'est assez curieux, mais enfin, voilà, on peut essayer. Sanitairement, c'est bien tenu maintenant. Ils ont pris modèle sur Singapour et sur l'Asie du Sud-Est. Donc, c'est plutôt bien. Alors, ensuite, on va visiter le Temple du Ciel. Donc, le Temple du Ciel est fondé dans la première moitié du XVe siècle. Et il se trouve dans un parc de 273 hectares. Vous avez une idée hein, sur ces photos. Dans le prolongement de la rue Tiananmen. C'est la rue que je vous ai présentée il y a quelques minutes, hein, donc qui a été rénovée un peu style parc à thème. Donc, il se trouve à l'extrémité sud de l'ancienne ville extérieure. Il se compose de bâtiments principaux dédiés au culte du ciel, alignés selon un axe nord-sud toujours, avec la salle de la prière pour les moissons au nord, on va voir le bâtiment tout à l'heure, la salle de la voûte impériale au centre et l'hôtel du tertre circulaire à ciel ouvert au sud. C'est celui que l'on voit sur la photo de droite, sur 3 niveaux. Et puis, vous avez également des bâtiments annexes, tels que la salle de l'abstinence où l'empereur résidait durant ses séjours au Palais du Ciel lorsqu'il s'y rendait pour faire les rites pour le ciel, et notamment pour les bonnes moissons. Alors, ces trois bâtiments sont reliés, enfin, ces 3 sites hein, sont reliés par une voie sacrée que l'on voit très bien sur cette photo, et qui vient, bien sûr, toujours selon l'axe nord-sud. Alors, d'abord, le temple de la prière pour les moissons, donc pour les bonnes récoltes. C'est un bâtiment circulaire à la triple toiture de couleur bleue qui symbolise le ciel. Alors, il est tout à fait, c'est un des symboles de Pékin qu'on va retrouver sur toutes sortes de publicités, même à la télévision chinoise, lorsqu'on parle de Pékin. Et puis, c'est également, donc on peut voir sur la photo de droite, un superbe travail donc de charpente, de travail du bois. Bon, c'est un bâtiment vraiment remarquable. Et puis, bon, évidemment, qui a brûlé plusieurs fois, qu'on a toujours reconstruit à l'identique. Et puis, vous avez donc l'allée céleste qui se trouve ici à gauche, qui relie les différents lieux de culte. Alors, les Pékinois aiment s'y promener, et souvent d'ailleurs, on vient pour les grandes fêtes et les enfants aiment, les enfants et les adultes d'ailleurs, ils font voler des cerfs-volants. Bon là, j'ai des photos avec cerfs-volants, je n'ai pas retrouvé, sinon je vous aurais montré. C'est une passion pékinoise aussi, les cerfs-volants. Et puis, à droite, vous avez une salle qu'on appelle la voûte impériale, et cette salle servait à entreposer les ustensiles cérémoniels et à se préparer pour les sacrifices qui se déroulaient sur l'autel du ciel, que nous allons voir ensuite. Elle est entourée par un mur circulaire que l'on appelle le mur de l'écho, et en fait qui produit des effets sonores surprenants, c'est-à-dire vous chuchotez d'un côté du mur et quelqu'un qui se place à l'opposé entend exactement ce que vous avez dit. Et puis, vous avez donc, alors ça c'est une autre vue sur la voûte céleste, mais vue de la terrasse de l'hôtel du ciel. Alors l'hôtel du ciel est construit avec des dalles de marbre sur 3 niveaux, répartis en 9 cercles, et donc c'est le lieu où l'empereur effectuait les sacrifices pour le ciel. Il s'agit donc de la partie la plus importante du temple. Et puis, le parc du ciel est très fréquenté par les Pékinois. Alors, de manière générale, les parcs de Pékin sont très fréquentés. Alors, il se trouve que celui du Temple du ciel est encore plus fréquenté parce qu'il est très grand, parce qu'il est arboré de superbes cyprès et que vous avez des galeries couvertes
sous lesquels les personnes peuvent s'abriter du soleil ou de la pluie, et ils viennent comme ça exercer leur activité favorite. Ça peut être de la musique, ça peut être des jeux de société, des jeux de cartes, etc. Et c'est toujours très intéressant de se promener dans les parcs. Et le matin, on peut y voir les séances de tai chi, de gymnastique, etc. Bon. Alors, je vous propose de passer maintenant au nord de Pékin. On revient au nord de Pékin, l'extrême nord, avec le temple des lamas. Il a été construit donc au XVIIe siècle en tant que palais du prince Yongzheng. C'était donc un palais impérial à l'origine. Mais comme les Mongols et les Mandchous, ils pratiquaient le bouddhisme Vajrayana. Et à sa mort, il a décidé que ce palais serait transformé en temple bouddhiste tibétain, d'où l'appellation temple des lamas. Alors, le temple des lamas est un impressionnant complexe formé par plusieurs bâtiments traditionnels au toit doré. Enfin, je vous rappelle, c'était quand même une résidence impériale, donc c'est monumental. Et l'un des plus grands bâtiments, le Falun Dae, abrite une statue de bronze de 6 mètres de Tsongkhapa, qui est le fondateur de la branche Gelugpa, donc du bouddhisme tibétain, qui était soutenu justement par les Mandchous et les Mongols, et dont fait partie le Dalai Lama actuel. Et puis, le plus grand des bâtiments centraux, le pavillon Wanfuge, présente une statue monumentale de Maitreya, donc c'est le Bouddha du futur, et qui a été réalisée avec du bois de santal. Elle fait une hauteur de 18 mètres. Ça aussi, c'est très impressionnant. Alors, dans le même quartier, vous avez le temple de Confucius, donc un penseur extrêmement important pour toute l'Asie civilisée, et qui c'est notamment qui est très reconnu dans le domaine de l'éducation. Ses préceptes ont permis de structurer les sociétés asiatiques. Et donc, ce temple a été fondé en 1302, et puis il a été agrandi par la suite. Alors aujourd'hui, il occupe 22 000 mètres carrés, ce qui fait de lui le deuxième plus grand temple construit pour Confucius en Chine. Évidemment, le premier, c'est celui de Chufu, dans le Shandong, ou Chufu plutôt, dans le Shandong, et c'était sa province et c'était sa ville. Voilà. Donc c'est là-bas que se trouve le temple principal. Alors des cérémonies en l'honneur de Confucius, ils sont célébrées maintenant régulièrement. Ça, on va dire, c'est depuis les années 1990. Évidemment, il y a eu une période où Confucius était rigoureusement interdit. Il y avait un slogan de la révolution culturelle, d'ailleurs, qui disait « À bas la boutique de Confucius ». Bon, enfin, par la suite, il a été à nouveau rétabli, enfin, à nouveau accepté. Et aujourd'hui, il est même un modèle pour les dirigeants chinois. D'ailleurs, c'est vrai dans toute l'Asie sinisée. Alors, la salle des grands succès renferme une très belle statue de Confucius, personnalité, donc, comme je vous l'ai dit, qui a influencé l'Asie en profondeur. Et puis, dans l'enceinte du temple, se trouvent également des stèles sur lesquelles était inscrit le nom des lauréats de l'académie Hanlin, dont je vous ai déjà parlé. C'était cette académie qui formait les élites de la bureaucratie chinoise, donc les mandarins. Et puis, ensuite, je vous ai parlé d'eux. Au nord, vous avez des parcs. Alors d'abord, vous avez le parc, c'est celui qui est le plus connu, le parc d'été, le parc du Palais d'été, ou Yiroyuan, qui est situé au nord-ouest de Pékin, dans un immense parc occupé aux deux tiers par le lac Kunming, et ce lac qui a été creusé en 1294 pour assurer l'approvisionnement en eau de Hanbalik, la capitale mongole. Alors, quand les Mongols se sont installés à Pékin, ils étaient intéressés